Merci Raphaël, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. C'est le premier séminaire du Pôle Santé 2021. On commence l'année en grand avec une collaboration avec le CEPSEM, avec lequel on est habitué d'organiser ce genre d'événements. Donc, je suis directeur du Pôle Santé et professeur titulaire à HEC Montréal. Le Pôle Santé est une plateforme de recherche et de transfert dans le domaine de la santé. Donc, on a pour objectif d'accompagner les établissements de santé, les dirigeants dans le développement des organisations. Donc, encore une fois, bienvenue à HEC Montréal et sans plus tarder, je donne la parole à Luc Lepage pour vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Luc? Merci, Denis. Alors, bon matin à tous. C'est vraiment un plaisir ce matin d'être avec vous. Je me nomme Luc Lepage. Je suis PDG du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être. C'est une organisation qui regroupe des membres qui sont tous reliés au domaine de la santé, qui soient dans le domaine du service direct aux aînés, en réadaptation, en pharmaceutique, en équipement, en logiciel, en technologie. Alors, bienvenue à nos membres, d'abord, qui sont fidèles et qui sont présents. À notre conseil d'administration aussi, dont M. David Bertrand, le président, est parmi nous. Alors, bienvenue à tous, bienvenue aux gens du réseau, bienvenue à tous ceux qui participent ce matin. On est très nombreux, alors on est très fiers de cette activité-là. Alors, le CEPSEM a des membres dans plusieurs secteurs et il y a de la place pour d'autres. Donc, on est en période de renouvellement. Alors, certainement que si ça vous intéresse, on pourra faire le suivi auprès de vous. Maintenant, mon rôle ce matin, c'est de vous présenter une entrevue qui va avoir lieu entre Claudia Robledo, qui est professeure au HEC, chercheuse. Elle est directrice du département de gestion des opérations et de la logistique au HEC Montréal, donc travaille avec Denis et toute l'équipe comme telle. Je tiens à remercier aussi l'équipe de Pôle Santé HEC qui collabore avec nous. L'équipe de Denis est fantastique, alors merci à tout Pôle Santé HEC. Je ne les nommerai pas, mais honnêtement, c'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Et ce matin, on a le privilège d'avoir deux grands experts des approvisionnements. Alors, M. Pierre Julien, qui est le nouveau PDG du CAG, bien nouveau depuis un an comme tel. C'est l'ancien DG de Sigma Santé. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé aux approvisionnements chez EMA Québec. Il a une longue carrière également du côté de l'armée canadienne, toujours en approvisionnement. Donc, sa carrière s'est faite autour de l'approvisionnement. Monsieur Sébastien Gagnon, vice-président aux acquisitions, un ancien de la GASEC, dans le fond, l'autre regroupement des approvisionnements du côté de l'Est du Québec. Il a été le directeur général du Centre régional des achats précédemment et chef des approvisionnements au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce sont deux experts des approvisionnements. Ils ont fait carrière dans ce domaine-là. Alors, je laisse la parole à Claudia qui va faire l'entrevue auprès de ces deux experts-là. Et par la suite, il y aura une période de questions que Raphaël et Ariane pourront se partager. Alors, d'abord, l'entrevue, par la suite, période de questions. Et bon matin à tous. Merci. À vous la parole, Claudia. Et merci, Luc. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici et parler de mon sujet préféré, les approvisionnements. Et donc, on va parler aujourd'hui du Centre d'acquisition gouvernementale. On va commencer d'abord par une présentation du centre, puisque sa création est récente. Donc, messieurs Julien et Gagnon vont présenter les centres. Et ensuite, on ira à une séance des questions que je poserai à messieurs Julien et Gagnon. Donc, Pierre et Sébastien, c'est à vous la parole pour la présentation. Merci, Claudia. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, je vais laisser Caroline installer la présentation. Avant tout, je souhaitais bon matin, mesdames et messieurs, ce que ce soit des clients, des fournisseurs, des partenaires, mais aussi des employés, certains employés qui sont là aussi. Donc, ce que vous voyez, c'est l'image corporative sur le diapo. C'est un C qui représente différents points. Les points représentent les différents, comme je disais tantôt, les clients, fournisseurs, partenaires et employés.
Donc, aujourd'hui, on va vous présenter évidemment le centre d'acquisition qui est tout neuf, on pourrait dire, qui a commencé ses opérations le 1er septembre. Donc, Caroline, la prochaine. Donc, le centre d'acquisition au vol, c'est quand même 9 succursales régionales qui sont dispersées à travers le Québec. Donc, qui vont permettre la proximité avec la clientèle, les fournisseurs du côté des régions. Au même titre que ça l'était lors des 3 groupes d'achat qui étaient en opération jusqu'au 1er au 31 août, en fait. Donc, c'est un peu l'héritage des 5 organisations qui sont unies leurs forces le 1er septembre. Donc, on se rappelle, il y avait quand même les 3 groupes d'achat de la santé, le CSPQ, la partie approvisionnement regroupé, ainsi que Collecto du côté de l'éducation qui offrait le service. Donc, au total, on parle d'environ présentement 290 employés qui sont dédiés au service à la clientèle, mobilisés, qui vivent également des changements importants depuis un an, considérant que bon, c'est l'amalgame de 5 organisations, le contexte actuel que vous connaissez tous, mais également certains d'entre eux ont fait leur entrée dans la fonction publique. Donc, pour les OBNL, c'était différent. Et vous allez voir dans la structure même du centre d'acquisition, on a changé vraiment la façon qu'on opérait dans le passé. Donc, on va revenir là-dessus tantôt, mais je vais donner quand même la place aux employés qui ont vraiment, jusqu'à maintenant, fait un travail exceptionnel. Il y a aussi le CAG, aussi, c'est 4,8 milliards de chiffre d'affaires en termes de contrats pour ses clients, que ce soit en santé, en éducation, pour les ministères-organismes. Juste pour la santé, c'est consommé pour à peu près 3 milliards de biens et de services entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Il est certain que dans la dernière année, la consommation, juste avec la COVID, a atteint cet élément-là de 3 milliards. On va revenir là-dessus. Sébastien va vous faire un petit constat sur le COVID, notre implication à cet effet-là. C'est quand même 1100 contrats, 509 dossiers actifs, plus de 1700 fournisseurs, mais à noter, il y a quand même plus de 1300 fournisseurs et distributeurs québécois. La prochaine. Caroline, la prochaine, s'il te plaît. La mission. Donc, évidemment, chaque organisation publique qu'on est maintenant, donc a une mission. La mission est dans la loi du Centre d'action gouvernementale. Le Centre d'acquisition gouvernementale a pour mission de fournir aux ministères et organismes publics les biens et les services dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions. Quand on parle d'optimiser, évidemment, c'est optimiser les opérations même du CAG, mais aussi ceux des clients, mais également de pouvoir générer des économies d'échelle par le regroupement d'achats, mais évidemment dans le respect des règles contractuelles applicables, le normatif, les lois, la LCOP, comme vous connaissez. De plus, dans le cadre de ces activités, le CAG a comme préoccupation première, ça c'est vraiment important, de rencontrer les besoins en biens et services de l'ensemble des ministères organismes et des réseaux, évidemment, à un juste prix au bon moment dans le respect de l'encadrement éthique, légal et financier. Donc, on est financé évidemment par le gouvernement directement, donc par le Conseil du Trésor. On fait partie évidemment du portefeuille du secrétaire du Conseil du Trésor. Évidemment, encore plus important, on assure ainsi à la population québécoise l'accessibilité à des produits et des services de qualité. La prochaine, Caroline. Évidemment, le contexte a changé pour bon nombre d'entre nous qui venaient des OBNL. Donc, effectivement, le Conseil du Trésor, on fait partie maintenant, comme je disais tantôt, du portefeuille du Conseil du Trésor. La gouvernance également est différente de d'autres organismes publics. En fait, il n'y a pas de conseil d'administration qui chapeaute le centre d'acquisition gouvernementale. Par contre, il y a une vigie qui est faite de ces activités par un comité de gouvernance qui est composé de 3 sous-ministres, dont celui, en fait, Dominique Savoie, qui est à la santé, Éric Ducharme, qui est au secrétaire du Conseil du Trésor, M. Sancartier, qui est à l'éducation.
Il y a un comité de vérification également qui est composé de 3 membres indépendants. Et aussi, il y a 2 membres indépendants de ce comité de vérification qui siègent au comité de gouvernance. Donc, c'est une structure qui est différente, qu'on met en place, qu'il n'y a pas de comparatif vraiment actuellement dans la fonction publique. Donc, il faut être créatif et dans ce sens-là, on est en train de le mettre en place. Évidemment, on fait affaire avec les cabinets maintenant des secrétaires du Conseil du Trésor, du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l'Éducation du Québec et de l'enseignement supérieur. Il y a 2 cabinets. On est sous la loupe du secrétariat au marché public, Autorité des marchés publics, Vérificateur général du Canada, demande d'accès à l'information et demande médias. Les 3 derniers, évidemment, n'étaient pas présents pour les OBNL directement, mais étaient évidemment des entreprises. Donc, pour nos employés, certains gestionnaires, c'est quand même des nouvelles réalités. Donc, on fait partie maintenant du mouvement des médias. Les médias, les clientèles, les fournisseurs, les citoyens sont attentifs à nos comportements, à nos actions. Vous l'avez vu tout récemment avec la publication de tous les bons de commande qui ont été faits pour la COVID. Il y a des articles, nombre d'articles sur les achats, le nombre de contrats qu'on a donnés. Donc, on fait partie maintenant de cet élément-là et je pense que c'est une bonne chose. La prochaine. Un organisme qui doit se conformer évidemment au cadre législatif, réglementaire de la fonction publique. Donc, on est issu le 1er septembre. On est né le 1er septembre. À peine 100 jours ouvrables d'ouverture. Les différentes lois, évidemment, auxquelles on doit répondre. Donc, la LCOP, l'éthique dans la fonction publique, loi sur la fonction publique, loi sur le CAG qui a amené certains éléments à considérer dans la structure du CAG, essentiellement du côté financier, la gouvernance, mais aussi c'est inclus dans le CAG qu'on doit consulter les utilisateurs pour certaines spécialités. Donc, c'est embriqué dans la loi et on compte le faire. Le règlement sur l'éthique et la discipline, évidemment, de la fonction publique, parce que nos employés ont intégré la fonction publique. La déclaration des valeurs de la fonction publique également. Donc, c'est tous des éléments qui sont entrés en même temps pour les employés dans le changement qu'ils ont vécu le 1er septembre. Le mandat, évidemment, en fonction des orientations de la présidente du Conseil du Trésor. Donc, je reçois mes orientations de la présidente du Conseil du Trésor. Comme je disais tantôt, c'est d'acquérir des biens et services pour les organismes publics, mais en regroupant d'achats, mais en exécutant aussi des mandats. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Élaborer et assurer le suivi d'une planification des acquisitions gouvernementales de biens et de services en collaboration avec les organismes publics qui le desservent. C'est vraiment important. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on faisait dans les groupes d'achat. Je fais un parallèle avec la programmation qu'on établissait avec nos partenaires et nos clients. Donc, c'est le même principe à un niveau gouvernemental, évidemment. Ça inclut tous les ministères organismes et l'éducation et l'enseignement supérieur. Évidemment, il faut mettre en contribution les organismes publics et les partenaires qui possèdent les connaissances et les compétences requises à la réalisation des projets d'acquisition. Ça vient du modèle de la santé. Évidemment, le cœur même de tout ce qui est établi au CAG provient en grande majorité du modèle qui était utilisé dans la santé, qui était consultatif auprès de nos clients, autant au niveau des utilisateurs que des responsables de l'approvisionnement et des dirigeants. Évidemment, on entend beaucoup parler de favoriser les achats locaux. Je pense que tout le monde est au courant de cet élément-là et le développement durable. C'est 2 éléments aussi qu'on doit considérer, mais dans le cadre évidemment, des règlements, des ententes commerciales qu'on a, le Canada a avec les autres pays, et aussi le cadre normatif et législatif. Donc, évidemment, on va essayer d'innover dans ce domaine-là dans les prochaines années. Dans la clientèle, le réseau de la santé et services sociaux, comme on avait dans le passé. Les réseaux d'éducation et de l'enseignement supérieur, les 2 réseaux, soit les centres de services scolaires, les cégeps universités et les commissions scolaires anglophones. Les ministères et organismes, les autres organismes, les municipalités, organismes communautaires, financés par le réseau, évidemment, les privés conventionnés. Donc,
C'est quand même énormément de clients, une clientèle beaucoup plus diversifiée, avec des besoins diversifiés, mais quand même, il y a possibilité de regrouper certains éléments de ces organismes-là. Services offerts, évidemment, en regroupant les 5 organismes, il y a des services qui sont ajoutés, évidemment, à l'offre de services qu'on offre à tous nos clients. Au-delà des regroupements d'achat de biens et de services, il y a les acquisitions de biens et de services mandatés. En fait, on reçoit des mandats directement d'organismes comme la Sûreté du Québec pour acheter des uniformes, entre autres, ou des véhicules. Donc, on achète exclusivement pour un organisme. Il y a disposition des biens, la publicité et le placement média. Le placement média prend une place importante. Vous le voyez tous les jours. Donc, on a un contrat, effectivement, en placement média pour le gouvernement. L'organigramme, en fait, comme je le disais tantôt, le président directeur général se rapporte à la ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel. Mais il y a quand même une vigie qui est effectuée par le comité de gouvernance et le comité de vérification, comme je disais tout à l'heure. Le CAG est quand même organisé en 3 vice-présidences, une sur les actions spécialisées, où on retrouve la majorité des équipements du côté de la santé et de l'éducation qui sont vraiment spécialisés. Vice-présidence des actions intersectorielles, de ce côté-là, on retrouve plus l'informatique, technologie d'information, les commodités. Sébastien va être plus en détail tout à l'heure là-dessus. Évidemment, tout le service corporatif. Comme vous voyez, l'un des changements importants aussi que nous avons fait, que le personnel s'adapte actuellement, on a refait la structure en fonction des familles de produits. Donc, dans le passé, vous avez vécu qu'on fonctionnait par région, région de Montréal, l'Est et l'Ouest. Mais maintenant, tout est par famille de produits. Donc, vous allez voir tantôt dans l'organigramme, tout est en fonction de ces équipements-là, de ces fournitures ou de ces services offerts à toute la clientèle. Donc, je vais passer la parole à Sébastien qui va vous parler plus précisément de l'organigramme de sa vice-présidence. À toi, Sébastien. Merci, Pierre. Bon matin à tous. Pierre, tu viens de le mentionner. On est en droit comme citoyen de se questionner, c'est quoi la valeur ajoutée d'une telle organisation, d'avoir 5 organisations qui fusionnent en un. Pierre l'a mentionné. C'est vraiment comment on a fait, lorsqu'on a imaginé la création, je dirais, la structure organisationnelle, ça a été de fonctionner par spécialité. À une époque où un professionnel pouvait avoir dans son portefeuille des TI, après ça, des fournitures spécialisées, des équipements. Et autant pour le client, autant pour le fournisseur, des fois, il y avait peut-être des fois un manque de constance, parfois de sauter d'un dossier à l'autre, alors que là, on avait l'opportunité de créer des pôles d'expertise selon les plus grands modèles. Et c'est ce qu'on a fait. Vous retrouvez 2 grandes directions générales, celle des acquisitions spécialisées en éducation, santé, tout ce qui touche nos professionnels de la santé, nos médecins principalement, bien sûr des spécialités également en éducation, sous la gouverne du directeur général, M. François Saint-Cyr, figure connue également, là, avec qui on travaille plusieurs années. L'autre direction générale sous la gouverne de Mélanie Raymond, c'est toutes les fournitures, vraiment, que ce soit dans le pharmaceutique, imagerie médicale, bloc opératoire, les fournitures de soins généraux. Ce que ça permet, bien sûr, d'une part, pour les fournisseurs, c'est de s'assurer toujours d'avoir les mêmes interlocuteurs, une constance dans les dossiers. Encore une fois, je sais que cette préoccupation a émergé de dire, bien là, est-ce qu'on va avoir un appel d'offres pour tout? La réponse, c'est non. Les stratégies d'approvisionnement viendront un peu dicter nos façons de procéder, des vagues d'acquisition, etc. Mais surtout, un des éléments importants, c'est de développer une expertise avec les professionnels qui y travaillent, comme par exemple dans le pharmaceutique, bien sûr, d'avoir réuni l'ensemble de l'expertise des anciens GAC, ça nous permet d'aller un cran plus loin encore. Bien sûr, on veut pousser sur l'expertise. On parle d'innovation dans bien des secteurs d'activité. On veut piquer la curiosité de nos professionnels pour encore aller plus loin, puis toujours offrir ce qui se fait de meilleur sur le marché, puis de l'offrir, bien sûr, à nos clientèles. Prochaine vice-présidence. Merci. Donc,
la vice-présidence des acquisitions intersectorielles, quand même également de grands défis, même si on pourrait dire qu'elle va réaliser des acquisitions intersectorielles, ça veut dire forme de commodité qui va toucher tous les réseaux. Quand on passe à des ordinateurs portables, par exemple, bien, tous les réseaux en ont besoin. Mais reste que un des plus grands chantiers, c'est d'harmoniser les processus de 5 organisations pour en faire un processus cible pour s'assurer de répondre aux besoins des clients de la même façon. Également des réseaux qui fonctionnent de façon différente, qui n'ont pas les mêmes systèmes aussi. Donc, de grands défis dans l'intersectoriel qu'il y aura au cours des prochains mois. Cette vice-présidence aussi, tantôt Pierre a fait le recensement de l'offre de services, des services qu'on a hérités de l'ancien CSPQ, soit les achats mandatés. Achat mandaté veut dire on réalise un appel d'offres pour un seul client, la disposition des biens, puis également tout ce qui touche les éléments médiatiques. Donc, autre vice-présidence, en étroite collaboration, bien sûr, avec la mienne intersectorielle. Il y a une troisième vice-présidence également dans l'organisation. Pierre en a, elle est présentée. Merci. Donc, c'est tout le service à la clientèle. Je dirais que le chapeau, ce qu'on souhaitait, c'est de dégager des opérations, des éléments qui, traditionnellement, étaient réalisés par nos professionnels, donc le service de première ligne de nos clients. Ce qu'on souhaitait, c'était s'inspirer d'un modèle qui existait dans les 3 GAC, de dire, OK, je pense qu'on peut impartir le service à la clientèle première, deuxième ligne, la gestion contractuelle à des gens qui se spécialiseront comme tels, donc pour avoir un point d'ancrage avec un seul numéro, une seule porte. Bien sûr, ça travaille en étroite collaboration avec les professionnels au dossier. Également, tout le volet administratif, ressources humaines, financières. On n'avait pas la capacité à l'époque dans nos OSBL d'avoir des directions compte tenu de la masse critique, puis peut-être que ce n'était pas requis à une époque, mais compte tenu de l'organisation aujourd'hui de développer des pôles de spécialité, bien, ça allait de soi. Donc, vous avez les 3 vice-présidences, puis cette vice-présidence est sous la gestion de Mme Nathalie Campeau, ancienne directrice générale du CSPQ. Approche collaborative et consultative, je dirais, c'est quoi le modèle de la santé? Bien, on le retrouve à l'intérieur de cette approche, bien sûr, de bien connaître le besoin de nos clients, les besoins des citoyens. De l'expertise qu'on veut, bien sûr. On a la volonté d'avoir les meilleurs professionnels dans nos équipes, les meilleures connaissances. On sait qu'on se doit de bâtir de l'expertise dans différents domaines. Donc, avec les années, on a réussi à bâtir une belle expertise. Donc, je dirais, de la configurer par unité administrative va permettre de l'accroître davantage. La concertation. La concertation, c'est qu'on n'a pas on ne se revendique pas des spécialistes de la cardiologie, pas plus que des spécialistes de l'informatique. On a besoin de nos clients. On a besoin de nos tables, de nos utilisateurs pour s'assurer qu'ensemble, on puisse faire les bons choix. On veut être les gardiens du processus d'acquisition, mais bien sûr, tout ça se fait dans la concertation. L'efficacité, un des défis, bien sûr, c'est d'alléger nos processus d'acquisition. On le sait, d'avoir les cliniciens, après ça, de réunir, ça peut prendre un certain temps. Également, d'aller chercher l'information dans les établissements, dans les ministères, dans les organismes, on aura le défi. Et encore une fois, la réunion de ces 5 organisations nous donne une meilleure capacité d'investir dans nos systèmes d'information. Fait qu'on aura là, justement, à pourvoir les gains d'efficacité au cours des prochaines années. La concurrence, encore une fois, je l'ai abordé succinctement tout à l'heure, on a cette volonté de maintenir une concurrence, qu'elle soit régionale à l'échelle du Québec ou encore qu'elle soit nord-américaine. Bien sûr, on aura toujours cette sensibilité. Concurrence veut dire, bien sûr, répartition des marchés, parfois répartition des volumes, vagues d'acquisition pour éviter une concentration. Prochaine diapositive. Bien sûr, depuis mars dernier, une tâche qui a été octroyée au groupe d'approvisionnement, qui était non traditionnelle, ça a été notre implication dans la pandémie, donc des acquisitions sur les marchés internationaux de multiples. Bien sûr, on le sait, on est tous pris, tout ça se poursuit. Donc, depuis tout près d'1 an, il y a des équipes qui sont dédiées. La réunion du centre d'acquisition a permis de concentrer l'expertise dans une équipe dédié entièrement à la COVID. C'est plus de 30 personnes qui travaillent, là, je ne dirais pas à temps plein, mais dépendamment des besoins dans certains secteurs d'activité. Certains, oui, à temps plein, d'autres à temps partiel, mais je dirais que les équipes multidisciplinaires sont formées dans plusieurs unités
administrative. C'est encore, bien sûr, il y a encore des besoins. Les réseaux, selon les décisions gouvernementales, le retour des étudiants dans les écoles, bien, est venu encore une fois augmenter la demande, génère des nouveaux appels d'offres, des recherches de marché. Ça fait que c'est quelque chose de très, très vivant qui se poursuit, pour lequel, je le dirais, au travers de tout ça, bien, on s'est développé, des gens ont parfait leur expertise. Prochaine diapositive. Je te recède la parole, Pierre. Merci. Donc, pour les priorités du centre d'acquisition depuis le 1er septembre, donc jour 1 de la création du CAG, évidemment, c'était la priorité numéro 1, c'était de mettre en place le CAG. Donc, il y avait tous les éléments à mettre en place de gouvernance, mais aussi de nomination, de politique administrative et tous les éléments qui viennent avec un organisme public dans le gouvernement du Québec. Évidemment, à travers ça, il y avait un processus de gestion de changement qui a été établi avec les employés, évidemment. Et on fait un suivi serré de ce côté-là afin de pouvoir faire évoluer notre personnel. C'est important. Si on veut développer l'expertise, bien évidemment, il faut qu'ils évoluent, il faut les former. Les nouveaux employés également. Donc, on embauche présentement massivement de ce côté-là. Le deuxième point, évidemment, c'est la mise en place de la gouvernance participative. Donc, si on veut mettre le modèle en place, le modèle de consultatif, un peu ce que Sébastien vient d'exprimer, il faut mettre ces éléments-là en place. Donc, on s'est affairé dès le début à mettre en place, finalement, c'est le comité consultatif. Effectivement, on s'est inspiré de ce qui se passait du côté de la santé. Donc, on parle du CPA, donc du Comité provincial des approvisionneurs et aussi des comités stratégiques qu'on avait dans les CA à l'époque, dans les groupements d'achat. On a établi les mêmes éléments à l'éducation, du côté des ministères organismes, mais également aussi de l'enseignement supérieur. Évidemment, on est en train de finaliser ces éléments-là, les structures et les personnes qui vont être évidemment membres de ces comités-là, mais il y a déjà des rencontres qui ont été faites avec évidemment le CPA, mais également avec les comités tactiques et stratégiques du côté de l'éducation et des ministères organismes. Évidemment, tous ces éléments-là étaient importants afin d'élaborer le plan des actions gouvernementales. Donc, la prochaine tâche qu'on a présentement à livrer, c'est le plan des acquisitions, qui est une nouveauté qui est dans la loi, donc qui doit être approuvée par le gouvernement. Donc, on va le développer évidemment avec nos partenaires, nos clients. Et puis, à partir de là, on va le répartir sur une période d'1 an et on va le publier par la suite, là, suite à l'approbation du gouvernement. Donc, on est à pied d'œuvre présentement à l'élaborer. C'est sûr que la pandémie, qui est la 4e priorité, mais qui devient souvent la priorité numéro 1 pour Sébastien. Donc, dans le contexte de la pandémie, c'est de continuer à supporter les ministères organismes, mais aussi l'éducation et la santé. Donc, pour des besoins qui sont évolutifs dans le temps. Donc, selon la progression des variants, la progression du virus et puis des éclosions et de tous les éléments que le gouvernement veut mettre en place. Donc, il est certain que durant la période qu'on a concentré nos efforts à supporter le gouvernement dans cette lutte, cette bataille contre ce virus, on a ralenti énormément les opérations. Donc, on a quand même un rattrapage à faire qu'on est en train de réévaluer à travers le plan des actions gouvernementales. Évidemment, dans le cadre d'un organisme public, on doit également y mettre un plan de planification stratégique, mais toute entreprise ou toute organisation doit avoir un plan stratégique. Donc, on est à pied d'œuvre présentement également pour développer notre planification stratégique 2021-2023. La prochaine. Donc, la phase de notre organisation, c'est sensiblement celle qu'on a héritée des 5 organisations. En mettant les 5 organisations, on a été en mesure de prendre le meilleur de chacun. Donc, il est certain que les économies d'échelle vont être importantes. Donc, avec la mise en commun, évidemment, des achats pour tous ces organismes à travers le gouvernement. Mais également, une optimisation des processus d'affaires au sein du CAG.
Évidemment, c'était une critique qu'on avait jusqu'à un certain point des groupements d'achat à l'époque et même le CSPQ, qui ont fonctionné différemment. Donc, pour les clients, même pour les fournisseurs, ça rendait cet élément plus complexe dans le processus d'acquisition. Donc, on travaille ardemment, comme disait, je réitère, là, à avoir un seul processus qui soit amalgamé pour toutes les amalgamé aussi qui est le même pour tous les clients et ministères, organismes et les fournisseurs. À cet effet-là, on a étendu notre logiciel de mission. Là, ceux qui le connaissent, c'est le LAC, là, ceux qui sont dans les établissements. Donc, il est maintenant étendu à toute l'organisation. C'est une autre réalisation qu'on a faite dans les derniers mois. Et on travaille présentement à son remplaçant dès maintenant pour avoir un outil logiciel de mission qui va être d'autant plus performant dans les prochaines années et assurer aussi l'interopérationnalité avec les différents systèmes, les différents réseaux et ministères organismes. Donc, ça a été vraiment une valeur ajoutée d'avoir, on dirait, des passerelles ou des interfaces avec les différents établissements du réseau. Donc, on veut maintenir ça et continuer à supporter, évidemment, les établissements dans les initiatives du ministère, que ce soit pour le DI ou bien la codification des produits. Évidemment, bien, comme je disais tantôt, l'expertise de nos spécialistes, de nos techniciens, de nos employés dans les acquisitions stratégiques. Donc, évidemment, comme organisation, on est quand même unique au Canada. Le centre d'acquisition est le seul dans les provinces où c'est tout centralisé. L'autre organisation qui est semblable, qui est en opération depuis des années, évidemment, c'est le Service public et approvisionnement Canada, ou ceux qui connaissent plus sur le nom de TPFGC, Travaux publics et Services Canada, qui ont changé de nom dans la dernière année, je crois. Donc, c'est à peu près l'organisation qui se rapproche le plus. Donc, on essaie évidemment de se comparer, de se baliser, puis de plus en plus, on va essayer de se baliser avec d'autres organisations, mais pour être capable de mieux former nos gens, d'avoir une plus grande expertise, pour être capable de mieux supporter autant nos fournisseurs, nos fournisseurs, nos clients et nos partenaires. Donc, c'est ça. Et donc, on est rendu à la période des questions. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez contacter le service à la clientèle, comme disait Sébastien. On a centralisé le service à la clientèle. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour tout problème que vous avez sur nos contrats, que ce soit fournisseurs ou clients. Merci de votre attention. Merci Pierre et Sébastien. Donc maintenant, j'ai quelques questions pour vous, plus orientées au futur du CAC. Et donc, on sait tous que les acquisitions gouvernementales ont un rôle à jouer dans le développement économique, en particulier à travers les achats locaux et la promotion de l'innovation. Donc, ma question est comment le CAC prévoit-il contribuer à la concrétisation de ces objectifs d'innovation puis achats locaux? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer? Ça serait quoi les rôles à jouer dans le développement économique? Tu y vas-tu, Sébastien? Faut comprendre déjà historiquement la configuration, je veux dire, même de mon ancienne organisation, faisait en sorte qu'on touchait plusieurs régions du Québec, dans l'est du Québec, des régions, je dirais, un peu plus éloignées. On avait développé des approches, par exemple, la répartition des lots pour s'assurer qu'un fournisseur puisse je veux dire, déposer une proposition seulement pour sa région, etc. On avait développé à l'intérieur de la loi. C'est sûr qu'on voit, on est tous conscients qu'il y a une pression aujourd'hui de plus en plus importante sur les autorités gouvernementales pour réaliser davantage d'achats locaux. Fait que oui, dans la mesure que les règles nous le permettent, il faut comprendre, il faut user de prudence parce qu'on est régi par la loi sur les contrats des organismes publics, principalement sur les accords internationaux. Mais selon les leviers qui nous sont donnés, on est très sensibles et attentifs. Maintenant, c'est sûr que les autorités gouvernementales, eux aussi, ont une part de participation, bien sûr, dans les politiques qui seront mises de l'avant, puis dans une forme de volonté gouvernementale. Mais pour l'instant, je dirais, les équipes s'y affairent, puis on veut faire en sorte
tout faire pour protéger. Même chose aussi pour lorsqu'on met des clauses de développement durable dans nos appels d'offres, lorsque, bien sûr, c'est peut-être pas c'est pas tous les centres d'activité qui s'y prêtent, mais lorsque cela s'y prête, on peut être sûr qu'on ajoute ces clauses. On a une marge préférentielle qui peut être dédiée dans ce qui nous est permis dans la loi. C'est sûr qu'avec les prochaines années, il y aura, comme plus grand donneur d'ordre, on aura aussi une forme de responsabilité sociale, donc de poursuivre, de continuer en ce sens. Merci Sébastien. Et donc, ça, c'est pour les achats locaux, mais on parle aussi de tous ces rôles dans la promotion de l'innovation et on parle surtout de plus en plus à faire pas des appels d'offres, donc pas des appels qui viennent avec un descriptif étroit d'un besoin, mais on parle qu'en santé, peut-être dans d'autres domaines aussi, on parle plutôt des appels de solutions. Donc, une définition plus ouverte et dans laquelle on fera participer les fournisseurs dans la définition des biens et des services achetés. Est-ce que c'est quelque chose que la CAQ pourrait faire dans le futur, quelque chose qu'encore on prévoit faire? Est-ce que c'est souhaitable de faire des appels de solutions ou si c'est quelque chose qu'on fait déjà, que vous faites déjà? Je dirais... Je vais partir. Vas-y, Sébastien, puis je compléterai. Oui, je dirais que depuis plusieurs années, bien sûr, quand ça nous a été présenté, ces nouvelles approches au marché, on a levé la main, bien sûr, on a répondu par la positive. On continue de participer, bien sûr, aux travaux. La réponse, c'est oui, il faut qu'on ait des pratiques innovantes pour faire des acquisitions, des modèles traditionnels, ça c'est clair. Par contre, on s'est rendu compte en cours de route, ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il est pensable de réaliser, par exemple, avec un grand déploiement, un grand appel d'offres, ces solutions innovantes? Mais parfois, il faut le faire par projet pilote. Fait que oui, on est encore en dialogue avec, bien sûr, le Centre de l'innovation au ministère de la Santé, de même que l'industrie. On s'est rendu compte que quand même, il y a une gestion, il y a des changements à y apporter, il y a une expertise à y avoir aussi pour pouvoir faire les choses correctement. Puis justement aussi pour les fournisseurs, là, en toute quiétude là, par rapport à la concurrence. Mais oui, on le souhaite d'innover dans nos pratiques. Mais aussi, il faut juste faire attention. On reste que dans les modalités dans lesquelles qui nous sont offertes dans la gestion contractuelle, ça ne nous empêche pas quand même d'aller chercher des appareils de qualité. Je veux dire que ce soit par le facteur K, que ce soit, dépendamment de la compétition, de mettre des critères élevés de qualité nous permet quand même d'atteindre des objectifs et de s'assurer qu'il y a de l'innovation qui rentre dans nos établissements. Un complément, je regardais tantôt la mission du CAG, évidemment, c'est de répondre aux besoins des organismes publics, des réseaux. Donc, l'important, notre principal élément, c'est de rencontrer cette exigence-là. Donc, des utilisateurs sur le terrain pour qu'ils puissent soigner le mieux possible, évidemment, les patients. En fait, c'est nous tous. On peut être patient un jour. Donc, je pense que dans ce sens-là, il faut le regarder sur cet angle-là aussi. Et je pense que présentement, quand même, tout le processus qu'on a fait dans les dernières années a permis ces éléments-là d'accroître cette qualité de service. Mais nonobstant tout ça, je pense qu'il y a moyen peut-être de regarder certains éléments innovants. Je sais qu'en Europe, il y a des essais qui sont faits en termes d'innovation. On est en contact avec d'autres organisations au Canada également qui ont fait des essais. Donc, on peut apprendre de ces organisations-là pour pouvoir avancer avec les fournisseurs et nos clients. Mais évidemment, c'est toujours d'assurer qu'il y a une concurrence du côté des marchés quand on va en appel d'offres. Donc, effectivement, ça va être à regarder dans les prochaines années avec les différents partenaires. Mais il y a un comité aussi qui est formé, comme disait Sébastien, du côté de la santé pour regarder ces éléments-là qu'il y a tripartite. Je pense qu'il y a nous, il y a les établissements, il y a le ministère de la Santé, mais il y a également invité le Conseil du Trésor. Donc, on continue à participer ardemment à ces comités-là. Parfait, merci. Et dans tous ces mouvements, donc cette mise en place des innovations en approvisionnement, ça sera quoi les rôles des fournisseurs? Est-ce qu'il y aura un changement, une relation qui pourrait s'établir plus étroitement avec les fournisseurs ou les lois sur la concurrence empêchent vraiment les acquisitions gouvernementales de développer des liens proches avec les fournisseurs dans le but de développer des innovations?
Il est certain que le fait qu'on est devenu une organisation gouvernementale et le plus gros donneur d'ouvrage amène des exigences telles que le registre des lobbyistes. Donc, maintenant, dans le passé, on ne suivait peut-être pas ça aussi serré du côté des OPNL, mais maintenant, c'est vraiment, il faut vraiment être enregistré au registre des lobbyistes. L'autre élément, ça ne change rien dans les opérations courantes. Nos directeurs, nos spécialistes dans la gestion contractuelle, service à clientèle, font affaire directement avec les fournisseurs. La gestion contractuelle, ça fait partie du processus normal. Et ça continue. Il n'y a pas d'élément qui change de ce côté-là. Il y a un élément que j'aimerais qu'on puisse travailler éventuellement, c'est la vigie des marchés, les analyses de marché. Donc, cet élément-là, pour moi, était peut-être pas développé, optimisé dans les groupements d'achat. Donc, évidemment, quand on va faire des vigies de marché, des analyses de marché, évidemment, les fournisseurs vont être mis en contribution. Il faut juste trouver les mécanismes adéquats pour le faire, évidemment, pour assurer la concurrence, mais aussi de ne pas privilégier un concurrent par rapport à un autre. Donc, c'est ça. Monsieur Julien, on vous perd un peu. OK. Ça va-tu mieux? Est-ce que non, c'est mieux comme ça? C'est votre connexion. Mais je pense qu'on a compris l'idée. Sébastien, est-ce qu'il y a un ajout des réponses? Oui, je pense peut-être parce qu'on a beaucoup de demandes de rencontres avec les fournisseurs, bien sûr, ces temps-ci. On est en train, bien sûr, encore une fois, la nouvelle configuration nous amène à se donner des pratiques exemplaires en fonction de la nouvelle réalité aussi dans laquelle on navigue. Ça fait qu'on est en train de plancher là-dessus, loin de nous, de vouloir couper les communications avec les fournisseurs, pardon, mais plutôt de bien l'organiser, qu'elle soit claire, connue, compris et surtout objective pour tous et chacun, pour faire en sorte que, bien sûr, que le bon déroulement de la gestion contractuelle se réalise avec les fournisseurs, que les fournisseurs qui ont envie de proposer des solutions, on dit d'innovation, des nouvelles inventions, etc., mais puissent s'adresser également aux bons interlocuteurs. Ça fait que je dirais qu'on est en train actuellement là, de plancher ces éléments qu'on fera connaître incessamment. Parfait, merci. Et depuis que le CAG a été créé, qu'est-ce qui a changé pour les établissements? Est-ce que de leur côté, ils ont senti quelque chose qui est différent? Est-ce que ça s'annonce? Vous parlez un peu d'optimisation, des processus uniformes. Est-ce que les établissements ont vu des différences ou ils vont les voir bientôt lorsqu'ils font des achats à travers les regroupements? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est correct? Ça va? Oui, on vous entend bien, oui. Oui. Donc, en fait, les changements vont... On a essayé, en fait, une des priorités qu'on avait à la création du CAG le 1er septembre, c'est qu'il y ait le moins d'impact possible dans la transition, qu'il y ait le moins d'impact possible sur notre clientèle. On a continué à avoir des contacts avec nos directeurs d'approvisionnement, nos établissements. Mais je pense que le point le plus positif, évidemment, ça va être d'avoir un processus d'acquisition qui va être uniforme au CAG. Donc, il va y avoir un processus qui va être défini, et non pas 3 ou 4 différents. Et les interlocuteurs, mais maintenant, sont vraiment directement liés à des spécialités aussi, que ce soit pharmacie ou orthopédie ou dépensement. Donc, on a vraiment des spécialités maintenant. Donc, la vigie de marché, les relations vont être plus étroites avec les établissements. Mais aussi, il faut compter sur nos succursales aussi. Un des enjeux qu'on a vécu, puis effectivement, la pandémie a amené le télétravail, donc pour tous. Là. Donc, il est certain que nos directeurs, nos gestionnaires gèrent à distance. Donc, ils n'ont pas d'employés. Leurs employés sont répartis à travers le Québec. Donc, l'accessibilité est là pour dans différentes régions. Donc, vraiment, on a réparti par famille de produits, mais chaque directeur a des employés qui peuvent être à Montréal, Saint-Bruno, Rimouski, Saguenay, donc, et même l'Outaouais, donc région de Montréal, donc également. Donc, on a vraiment gardé cet élément-là régional, donc l'accessibilité. Puis si on veut le maintenir également, c'est un des enjeux qu'on a à maintenir, c'est la proximité avec nos clients. Donc, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là.
Je ne sais pas, Sébastien, tu as d'autres choses à rajouter? Je dirais également, bien, c'est sûr que dans la question, on touche un peu la notion du service à la clientèle envers nos établissements. Il y a un élément important qui s'est passé dans la dernière année, au-delà de la transformation organisationnelle, il reste que d'avoir été plongé dans cette crise depuis le mois de mars. Puis encore une fois, comme je disais tantôt, l'équipe COVID encore se dédie à certaines activités qui n'existaient pas. Bien, d'arrêter les activités complètement pour non seulement s'y dédier, mais à un moment donné, au mois de mars, à avril, on a arrêté de publier des appels d'offres. C'est des contrats qui étaient à échéance. Fait que c'est sûr, inévitablement, on a arrêté, excusez l'expression, mais on a arrêté l'usine. On a arrêté de produire des appels d'offres. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Ces dossiers-là qui n'ont pas été réalisés, mais il reste qu'en septembre, octobre, les dossiers qui avaient à être réalisés, bien, on est en continuité. Fait qu'on se retrouve avec une masse de contrats qu'il faut trouver, réintégrer encore une fois, je vais faire mon analogie avec l'entreprise, avec une usine, bien, de ramener dans la production ces dossiers-là. Fait que ça a créé une forme de turbulence pour laquelle, bien sûr, on a encore des discussions avec les autorités, comment faire avec les approches, je veux dire, avec nos règlements, avec la loi, par exemple, sur les contrats des organismes publics, comment on fait là, pour s'assurer peut-être de reporter. Bref, c'est sûr qu'inévitablement, ça a un impact. Ça a un impact chez nous, mais même dans les établissements, dans bien des organismes, ça a aussi un impact. Fait que ça également a amené une forme de turbulence. Fait que ce n'est pas nécessairement en lien avec la création du centre d'acquisition, mais plutôt d'avoir été dédié à la pandémie pendant plusieurs mois, d'avoir stoppé des opérations, créer là, une masse critique de dossiers qu'il faut qu'on reporte dans le temps. Donc, c'est bien clair. Et puis, parlons des pandémies. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour tous et surtout pour vous. Ça a été quoi les principaux défis et comment est-ce que vous avez dealé avec toute cette situation et qu'est-ce qu'on voit pour les mois qui s'en viennent au niveau de la gestion de la pandémie de votre côté? Si on prend à partir du mois de mars, les défis, c'était vraiment de trouver du matériel. Il n'y avait plus de matériel sur les tablettes nulle part dans le monde, en fait. Tous les pays cherchaient le même matériel. Ceux qui sont en ligne, probablement dans les établissements, le savent. Et les fournisseurs également. Donc, ça a été un défi de logistique aussi important. Je dirais le plus gros défi a été un défi logistique de pouvoir transporter le matériel au Québec du côté international et aussi en termes de s'assurer de la qualité aussi des produits. Donc, il a fallu mettre en place des processus assez rapidement pour s'assurer de ces éléments-là. Donc, en termes d'acquisition, les groupes d'achat, on avait des appels d'offres, ça fait fonctionner. Mais le marché a été il y en a qui ont qualifié le marché comme un Far West, là, mais je dirais que c'était quand même pas loin d'un Far West, effectivement. Donc, il y avait une question de logistique, de sécurité des biens, de s'assurer qu'il n'y a pas de vol de matériel dans la chaîne logistique. Donc, je dirais que le plus gros défi a été à ce niveau-là. Et puis, par la suite, ça a été évidemment de développer la production locale. Donc, travailler avec les fournisseurs locaux et aussi la majorité des fournisseurs qui ont fourni les 3 milliards d'équipements de protection et autres, bien, la majorité étaient distributeurs, importateurs ou fabricants au Québec. Donc, je pense que c'est un élément important à souligner. Et on livrait effectivement ce qu'on avait besoin pour la santé et sécurité de nos soignants, mais aussi des patients. Donc, je dirais de mon côté, ça a été probablement ça a été l'élément important de ce côté-là. Donc, toi, Sébastien, le cursus, c'est plus mars, avril, mai où j'étais plus impliqué. À partir de septembre, ça a été Sébastien qui a pris le relais. Donc, tu peux peut-être parler de tes défis à partir de septembre. Bien, les défis, bien sûr, autant on a été pris dans l'urgence dès la première vague, dans la deuxième, c'était d'essayer d'anticiper. À titre d'exemple, on savait que les réseaux scolaires, qu'il se passerait quelque chose. Fait que comment on s'est préparé, bien sûr, en ayant une réserve
la réserve de la santé pour laquelle on était capable de collaborer puis d'aller chercher peut-être des stocks de sécurité pour pouvoir approvisionner rapidement. Puis par la suite, lancer des appels d'offres pour pouvoir, après ça, regarnir cette réserve. Fait qu'on est plus dans essayer de prévoir. Et bien sûr, bien qu'on ait été pris dans l'urgence sanitaire, dans une obligation de faire des contrats de gré à gré, autant aujourd'hui, de par cette capacité d'anticiper, bien sûr, on publie des appels d'offres, que ce soit sur invitation ou encore sur les marchés publics. Si vous voyez passer des sur-invitations, c'est peut-être pour sécuriser des petites quantités, le temps de préparer un appel d'offres en bonne et due forme publique là, pour avoir une perspective sur plusieurs mois, puis ainsi de suite, là, au gré, selon bien sûr le pourcentage de vaccination, puis les chiffres qui vont baisser. Fait que c'est toujours d'essayer d'anticiper ce qu'il y aura. Puis, on ne se cache pas, les besoins évoluent. On est passé de visières, par exemple, au tout début de la rentrée scolaire à l'arrivée des lunettes. Fait que, le matériel, fait qu'il y a également d'éviter de se retrouver en pénurie. Fait qu'on essaie de parler avec les clients, la CNSST, puis de conjuguer tout ça là, pour, encore une fois, tenter de prévoir un temps soit-il pour bien répondre à la demande de nos clients. Donc, merci. Donc, ça a été une période très, très occupée et j'imagine que ça va continuer l'être pour un bon moment. Donc, je pense que la séance des questions est finie. Je vois qu'il y a plein de gens qui veulent poser des questions, donc je vais laisser la place aux participants. Et donc, merci Pierre et Sébastien. Puis, je rends la parole à Raphaël, je pense, qui va s'occuper de la suite. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Claudia. Merci, messieurs. Donc, en effet, c'est la période de questions. Donc, je vous invite de deux façons. La première, soit vous levez votre main virtuellement et je vous donne le droit de parole avec votre caméra et votre micro, ou bien vous pouvez également écrire vos questions dans le chat et avec ma collègue Ariane-Hélène Fortin, on va se faire un plaisir de les poser directement. On va essayer de couvrir le plus qu'on peut. On sait que vous avez beaucoup de questions, c'est très animé, donc on va faire notre possible, mais sinon, on vous rassure, si on n'a pas le temps de tout couvrir, on va vous revenir par courriel par la suite. On va essayer d'y répondre à tout le monde. Et on me posait également la question, oui, la conférence va être également disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube Pôle Santé HEC Montréal. Vous aurez tous les détails en temps et lieu, mais vous allez pouvoir reprendre la séance si vous avez manqué des bouts ou vous ne pouvez pas participer au complet. Donc, je vais déjà y aller avec une précision qui nous a été apportée avant de commencer. On nous a dit, c'est important de mentionner, que la loi sur le lobbyisme n'empêche pas du tout les échanges avec les fournisseurs, mais l'inscription au registre. Donc, je pense que c'est une précision qui devait être apportée avant toute chose. Et si vous me permettez, j'irai déjà avec une première question. Éthique, règles de droit et devoirs de transparence. Le gouvernement du Québec est-il parfois assujetti à des ententes de confidentialité avec certains fournisseurs quant au montant des escomptes de volume sur les achats accordés sur les produits et services dont il fait l'acquisition? Mon Dieu, c'est précis, c'est précis comme question. Je pourrais commencer, Sébastien, tu pourras finir, mais je sais que les ristournes, il y avait des ristournes de 1% qui étaient données éventuellement aux OBNL. Ça a été évidemment aboli depuis décembre 2019. Et ça va être aboli de façon avec l'arrivée de la fin des contrats, de chacun des contrats qui avait cette clause dans les contrats avec les fournisseurs. Et il reste le 10.2, évidemment, avec les produits spécialisés. Donc, ça va être maintenu de ce côté-là, mais c'est les deux seuls que je vois en termes de ristourne. Contrat confidentiel, tout est public au CAG. On n'a pas vraiment de dossier ou de contrat de confidentialité. À ce niveau-ci. Donc, à moins que Sébastien ait d'autres informations. Là. Oui, je dirais, oui, effectivement, on est dans le périmètre gouvernemental, donc la loi sur l'accès à l'information. Par contre, je veux rassurer les entreprises qu'on soit toujours très soucieux de ne pas briser les secrets industriels, de ne pas divulguer des informations qui pourraient nuire à la concurrence ou quoi que ce soit. C'est pour ça que il y a toujours une analyse pour éviter ce genre de transmission d'informations qui pourrait nuire à l'aspect concurrentiel. Les ententes commerciales, en fait, c'est un bon point. Les ententes commerciales restent confidentielles. Ce qui est publié, c'est sur ce qui est publié sur SAO en termes de transparence.
Merci, messieurs. Vous allez voir qu'il y a quelques questions spécifiques. Donc, je sais que vous avez énormément de dossiers de projets. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on peut relayer puis on pourra répondre plus spécifiquement par courriel, comme je disais un peu dans l'intro, s'il y a quoi que ce soit. Prochaine question qui nous vient également du chat. Pourquoi les CHSLD privés non conventionnés, qui sont responsables à 80 de lits publics, ne peuvent pas faire partie de ce regroupement d'achat? Ou comment peut-on en faire profiter à titre de gestionnaire de CHSLD privés non conventionnés? Faudrait que j'analyse, on pourrait revenir avec une précision. La loi du CAG a quand même modifié certains éléments de ce qu'on faisait avant dans les OBNL en termes de clientèle. Donc, si la personne peut nous envoyer directement la question, on va y revenir avec une réponse directe. Et puis, on pourra voir si on peut les soutenir dans leurs opérations et leurs contrats. Parfait, bien, merci beaucoup. Donc, juste à mettre votre courriel dans le chat, puis on pourra vous revenir directement. Prochaine question, une courte question qui combine le thème de l'achat local et le contexte pandémique de Nathalie Denoncourt, qui demande si le CAG privilégiera l'achat de masques N95 faits au Québec comme ceux fabriqués en Beauce, dont on parle régulièrement aux nouvelles. Je vais commencer, Sébastien, puis je te laisserai poursuivre là, ton dossier. En fait, des N95, des usines de N95, des fabricants de N95, il commence à en avoir plusieurs au Québec et au Canada. Donc, il y a Medicom aussi qui en fabrique. On a déjà un contrat avec Medicom. Le gouvernement a signé un contrat. Il y a 3M qui va établir une usine à Brookville. Il y a l'Estrie, c'est une belle initiative. Il y a Dorma. Donc, il y a plusieurs entreprises. Donc, je pense que c'est bien de voir ça puis qu'ils ont une concurrence à cet effet-là. S'il y a un besoin de N95, on a quand même encore nos distributeurs qui nous fournissent des N95 selon un certain niveau de besoin. S'il y a un besoin supplémentaire, à ce moment-là, on va avoir un mandat du ministère de la Santé. Assurément, on va aller en appel d'offres public à cet effet-là. Merci. Question de M. Jean Rochette, directement via la caméra micro. C'est à vous la parole, M. Rochette. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, en fait, on a développé chez nous un produit vraiment innovateur, ce qui fait en sorte qu'il est relié au bain, aux soins de santé, d'hygiène. Et en fait, la réponse qu'on me dit, c'est que dans le fond, des fois, il est tellement innovateur qu'il est donné qu'il n'y a pas de concurrence. Bien, c'est difficile de le promouvoir. Je trouve ça de valeur parce que si ça a une valeur ajoutée pour le client final, et ça en a une parce que ça réduit les chutes chez les aînés de façon drastique. Moi, ce que je disais, c'est-à-dire, je comprends que vous ne pouvez pas encourager une compagnie, mais à tout le moins de dire que ce soit un produit, un bain ou une douche qui est sans seuil et sans enjambement, c'est ça qui devrait être privilégié. Donc, ça pourrait inclure mon produit. Mais je trouve ça de valeur d'innover, d'avoir quelque chose de vraiment d'avancé. Puis parce que je suis seul, puis c'est pour ça qu'on innove, hein, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau. Puis après ça, on ne peut pas avoir accès au gouvernement. Je trouve ça, malheureusement, je trouve ça décevant. Là. Donc, ça sert d'innover, tu sais. Pierre, veux-tu que j'aille, Pierre? Je vais peut-être préciser un élément. C'est sûr, je comprends, puis vous n'êtes pas le seul parce que bien des entreprises parfois communiquent avec le centre d'acquisition ou à tout le moins les regroupements d'achat. Ce qu'on fait, bien sûr, c'est de partager l'information avec les réseaux. À quelque part, pour faire l'achat regroupé, il faut que le besoin émerge d'une clientèle. Si la clientèle n'exprime pas le besoin, même si je mets ce besoin-là dans un appel d'offres, ben, il n'y a pas preneur. Autrement dit, je n'aurai pas la masse critique pour pouvoir l'acheter. C'est sûr qu'au démarrage d'une entreprise, ben, il y a des efforts qui doivent être faits pour rencontrer les clients, puis susciter, puis présenter son innovation dans les différents, en l'occurrence, les CHSLD, les établissements, par projet pilote, etc. C'est inévitablement, il faut qu'à quelque part, le besoin doit émerger. Puis, bien sûr, encore une fois, même les établissements ont ce pouvoir également de recevoir ces éléments-là puis de prendre des décisions à l'égard, je veux dire, à quelque part, c'est dépendamment des seuils contractuels. Si, par exemple, les premiers produits qui sont en bas de 25 000 $, il peut y avoir des ententes, même s'il n'y a pas de concurrence, ils ont une marge de manœuvre. Si on monte jusqu'à 100 000, puis bien sûr, ça n'existe pas, il y a encore de la flexibilité. Mais de notre côté, bien sûr,
il faut que ce produit émerge, il faut qu'il y ait un besoin pour qu'on puisse le regrouper, puis après ça, l'offrir à l'ensemble de la communauté de nos clients, notre clientèle. Merci, M. Gagnon. Prochaine question. Les appels d'offres pour les soins infirmiers et d'assistance seront quand même faits par les 3 régions socio-sanitaires ou bien il n'y aura qu'un seul appel d'offres pour tout le Québec? C'est sûr qu'on veut, encore une fois, je rassure les fournisseurs, ce n'est pas dans notre optique d'avoir un seul appel d'offres. On veut maintenir une saine concurrence. Il faut aussi parler de nos clients, la capacité d'absorber toute l'information, tous les nombreux produits qu'il y a dans cet appel d'offres des fournitures médicales, par exemple. Également, d'assurer une forme de rotation. Puis, donc, mais encore une fois, je ne peux pas préciser quelle sera la stratégie parce que oui, quelque part, le centre d'acquisition a une part de responsabilité, mais nos clients également participent à ces tables-là puis vont définir selon, encore une fois, l'état du marché, la disponibilité. On s'entend que ces temps-ci, lancer un appel d'offres sur les fournitures de soins alors que tout le personnel soignant est déjà passablement impliqué, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Mais il reste qu'on a des équipes là, qui vont tout analyser ça pour, à tout le moins, établir les meilleures stratégies pour réaliser ces dossiers. Merci. En fait, chacun des dossiers est un cas particulier. Donc, les directeurs et les spécialistes dans chacune des familles, c'est je dirais la beauté de notre structure actuelle, c'est que par le passé, chacun faisait leur appel d'offres, mais il n'y a pas vraiment de partage d'informations aussi fine qu'elle va l'être pour le futur. Donc, il est certain que nos directeurs, nos spécialistes, ils vont être plus précis dans leur stratégie, ils vont essayer des nouvelles choses, regrouper de façon différente. On avait déjà regroupé peut-être par mission les achats regroupés. Ça avait déjà été regardé avec les approvisionneurs. Donc, il y a des essais qui pourraient être faits dans ce sens-là. Donc, chaque dossier est différent. Chaque dossier doit être regardé en fonction de maximiser la concurrence, mais également de s'assurer que le bien et le service est bien rendu là, selon ce que les utilisateurs veulent. C'est ça qui est important. Merci, M. Julien. Je vois qu'il y a une main levée de Stéphane Mire. Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais parler dans la concentration maintenant des acquisitions. Quand on parle de maintien à domicile, donc on parle des contrats AVQ, AVD, aide à la vie quotidienne, qui sont des contrats qui sont supportés de façon très régionale et à petit volume, qui sont présentement dans des contrats qui étaient négociés par les différents regroupements d'achat. Comment allez-vous maintenant avec cette optimisation-là? Parce qu'à quelque part, ce contrat-là, je pense que vous le connaissez un peu, sinon je vous invite à le regarder, mais c'est des achats à la pièce qu'on veut regrouper pour avoir des meilleurs prix, mais qui sont achetés à coût de 50 $ ici, 50 $ là, un petit 100 $ là, pour du soutien à domicile dans les différentes régions. Alors, je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu des préoccupations quant à l'efficacité d'un contrat comme celui-là, puisqu'il coûte très cher en termes de gestion, en termes de procédure d'acquisition, d'achat, les bons de commande, la réception de marchandises, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a une évaluation de l'efficacité de ce type de contrat-là? Et si oui, vous désirez poursuivre dans cette voie-là, comment allez-vous supporter les différenciations régionales puis les petits besoins unitaires comme ça qui sont regroupés dans ce type de contrat-là qui était négocié à l'époque par la GASA, puis le Sigma et la GASEC? Donc, j'aimerais avoir votre position sur ce contrat-là. Je n'ai pas tous les faits et gestes de ce dossier-là. On a quand même 500 dossiers. C'est assez précis. Mais honnêtement, toute part de vigie de marché puis du spécialiste qui rencontre les comités utilisateurs. Les comités utilisateurs tant que moi, sont la pierre angulaire de définir la stratégie puis de quelle façon qu'on va offrir le service. Et quelles clauses, évidemment, qu'il va y avoir dans les contrats. Mais avant toute chose, avant de commencer un nouveau dossier, le spécialiste et le directeur doivent revoir également comment a été le contrat actuel, doivent contacter quand même les fournisseurs, doivent ressortir s'il y a eu des plaintes, s'il y a eu des éléments qui ont eu durant le contrat, la gestion contractuelle du contrat passé ou qui prend fin bientôt.
Donc, ils tiennent compte de tous ces éléments-là pour voir et donner un constat aussi, aussi à la satisfaction de la clientèle durant le contrat. Donc, il y a quand même un 360 qui est fait de gestion contractuelle avant d'aller plus loin avec l'octroi d'un nouveau contrat et puis de la stratégie. Donc, je pense qu'on part de là. Et puis, à partir de là, comme utilisateur, spécialiste, bien évidemment, on a eu on était à l'écoute des fournisseurs durant tout le processus contractuel. Donc, en sous-question, vous me dites que avant là, présentement, je comprends bien que vous êtes en prolongation de la plupart des contrats en cours. Ça, c'est tout à fait normal dans le contexte, mais que les contrats sont revisés sur des bases d'efficacité et de pertinence avant d'être remis éventuellement remis publiquement. Oui, on a un processus assez rigoureux qu'on est en train, comme je disais tout à l'heure, qu'on essaie de tout focaliser ou tout ramener en un processus. On avait chacun nos processus. J'étais chez Sigma Santé, on avait tous des processus d'acquisition, mais il y avait toujours des variantes à cet effet-là. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une analyse soit faite du dossier en premier lieu. Ça, c'est fait de ce côté-là, oui. Je ne sais pas, Sébastien, si tu as d'autres choses. Sébastien, si tu avais d'autres choses. C'est sûr, encore une fois, la question est très précise. Puis on a vraiment des professionnels là, qui veuillent à s'assurer du meilleur fonctionnement d'un appel d'offres. Je veux dire, ça se pourrait qu'on fasse l'appel d'offres sur un modèle, puis qu'après ça, on constate des éléments un peu plus dysfonctionnels, puis qu'on refasse un nouveau modèle pour s'assurer de ça. Moi, je vous invite, dépendamment dépendamment des types de fournitures que vous avez, à en faire part à nos équipes. Il y a toujours place au dialogue, justement, avant, préalable à un appel d'offres, pendant l'appel d'offres, pour s'assurer qu'on a tout bien couvert. Il n'y a rien de pire pour nous, là, sincèrement, que de négocier un contrat dans lequel il est dysfonctionnel, qu'il y ait de l'insatisfaction, mais également qu'il y ait peu ou pas beaucoup d'adhésion. Ça, c'est la pire des choses. On veut toujours essayer d'avoir la meilleure connexion pour notre gestion contractuelle. Puis pour ça, on n'a pas le choix. Il faut tantôt Pierre le disait, vigie de marché, ça veut dire ça, de s'enquérir des bonnes expériences, puis de les refaire, puis celles qui sont moins bonnes, les éviter la deuxième fois. Merci Stéphane, je vais devoir poursuivre parce qu'on a beaucoup de questions. C'est un beau problème, mettons, un matin. De Carole Stavelé, est-ce que le CAG a la responsabilité d'assurer l'implication des utilisateurs cliniques dans les dossiers d'équipements médicaux ou est-ce que l'interaction entre le CAG et les établissements s'arrête avec l'administration des approvisionnements? Pierre, je vais y aller. Vas-y, puis je compléterai. Tu es bien parti, ça a l'air. Je parlais du modèle. Le modèle d'affaires de la santé a été beaucoup une connexion à 3 niveaux. Premièrement, avec la gouvernance, on a besoin de parler avec le ministère, avec les PDG de nos établissements. Donc, ça demeure. L'autre connexion très importante, c'est nos approvisionneurs en chef. Je vais les appeler les directeurs d'approvisionnement, directeurs de logistique. Ça se décline en plusieurs responsabilités. Puis ensuite, nos utilisateurs. Ces 3 connexions sont primordiales pour s'assurer du bon déroulement de nos activités, puis également d'assurer d'offrir à notre réseau des biens de qualité conformes et de qualité. Puis, c'est ce modèle qu'on a transposé. Puis, encore une fois, dans les premières moutures du projet de loi, on n'en faisait pas mention, mais ça a été avec Pierre, avec les gens de la santé, je veux dire, un élément là, important qu'on a fait valoir de cette importance-là. Je le répète, on n'est pas des spécialistes de cardiologie, mais on a besoin des cardiologues pour s'assurer de bien répondre, faire les bons choix pour la clientèle, pour faire les bons choix pour nos réseaux. Ça fait qu'à tout le moins, on va continuer d'avoir des comités utilisateurs. Or, il se peut que dans certains cas, des commodités, que ce soit peut-être un peu plus simple, qu'on limite dans certaines commodités certains comités utilisateurs. Mais moi, je vous rassure, l'opinion de la clientèle de se connecter sur le besoin, quelle forme qu'elle prendra, est primordiale dans notre processus. Merci, M. Gagnon. Prochaine question. Comme usager, l'agilité, la souplesse et l'écoute des groupements d'achat étaient importants. Comment on s'assure que le CAG ne devienne pas un mammouth administratif? Je l'ai entendu dès le départ quand le projet de loi était annoncé comme dirigeant de Sigma Santé. C'est certain que, comme je disais tout à l'heure, c'est une préoccupation qu'on a. Il faut rester proche de nos clients. C'est pour ça qu'on va avoir des comités consultatifs. On a des comités utilisateurs. On est en région.
on reste en région, donc les gens sont quand même sur place. On peut communiquer avec ces gens-là directement s'il y a des problématiques. Au-delà de ça, on a quand même défini par famille aussi. Donc, on l'a présenté tantôt. Si les gens veulent plus d'informations, savoir quelle famille de produits, quel dossier, dans quelle direction on pourrait leur donner en tant que tel. Puis aussi, on a une plus grande robustesse du côté du service à la clientèle. Donc, étant une organisation un peu plus grosse, mais c'est sûr que ça permet d'avoir des ressources supplémentaires et de contrôler ces éléments-là. Mais je vais au moins leur dire qu'effectivement, on essaie de garder, je dirais, l'esprit de famille au sein du CAG. C'est un peu l'esprit qu'il y avait, là, puis de proximité avec nos clients. La famille élargie, je dirais, là, du CAG, mais aussi avec nos clients. Et puis, on est disponible en tout temps. Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez appeler aussi directement, comme c'était dans le passé, les directeurs ou les directeurs généraux, même Sébastien, ça va faire plaisir, je suis sûr, de reparler avec leur directeur d'approvisionnement. Il faut dire qu'on est en contact avec les directeurs d'approvisionnement régulièrement. Sébastien a des rencontres avec le CPA, on a des rencontres avec les communautés utilisateurs, on est vraiment connectés. Et puis, si jamais vous pensez qu'on est moins, mais assurez-vous de nous le dire. Donc, on va corriger le tir. C'est vraiment important. Honnêtement, c'est primordial. En fait, durant la COVID, je n'ai pas dit tantôt, mais ça a été primordial d'être connecté. Puis toute l'organisation d'approvisionnement qu'on avait, les groupements d'achat, puis les établissements, ça a beaucoup aidé dans d'être capable de serrer les coudes, puis être capable de fournir le matériel à tout et chacun. On s'est séparé les responsabilités, puis aussi on est en communication pour avoir les quantités qui étaient nécessaires. Donc, il faut rester de ce côté-là, c'est primordial. Je ne sais pas, Sébastien, si tu as d'autres choses à rajouter. Bien, peut-être un petit élément. Il faut aussi bien comprendre qu'on a changé, on naviguait sous l'égide du réseau de la santé et des services sociaux comme OSBL, comme structure administrative. Bien sûr, on est rendu sous une structure gouvernementale. Forcément, il y a des changements législatifs qui nous entourent. Il y a des éléments pour lesquels on doit prendre en considération. Tantôt, je parlais la loi sur le lobbyisme, la fonction publique, etc. Tous ensemble, on a à naviguer dans ces changements, mais surtout le désir profond de rester connecté sur nos clients, puis de dispenser les services, bien sûr, qu'on a toujours dispensés. Fait que ce sont là nos intentions. Un peu plus tôt, on parlait d'innovation. Il y avait un commentaire qui disait « Si le produit innovant entre dans une catégorie de l'arrêté ministériel, l'établissement ne pourra pas l'acheter sans passer par le CAG. » C'est un commentaire qui avait été émis. Il y a une question qui s'en suivait. Quelle est la place des fournisseurs dans votre effort de planification? Pourquoi tous les produits de l'arrêté ministériel sont-ils désignés comme des commodités? Cela fait en sorte que les usagers ne sont pas consultés. Il faut comprendre que du côté de la santé, tout n'était pas non plus dans la circulaire au départ. Et puis, il y avait une circulaire de base et la circulaire est devenue tout en pratique l'arrêté. Mais ça ne nous a jamais empêché de consulter les utilisateurs, même si ce n'était pas dans la circulaire. En fait, l'idée, c'est de chercher les meilleures ressources possibles pour être capable d'avoir le meilleur contrat possible pour nos utilisateurs, mais aussi qui puissent adhérer au contrat à la satisfaction des fournisseurs également. Donc, je pense que c'est important là, de ce côté-là. Il y a fournisseurs et clients. On est un peu entre les deux, effectivement. Donc, mais je ne vois pas de ce côté-là. Je ne sais pas, Sébastien, si tu avais d'autres choses. Bien, peut-être préciser l'élément innovant. Si jamais il y a des éléments innovants qui seraient à l'intérieur de la circulaire qui empêchent de faire... Ça, je pense qu'il va falloir dialoguer ensemble. Il faudra mieux comprendre pour pouvoir justement faire sûr que, qu'on ne freine pas l'innovation. Mais d'un autre côté, il faut comprendre qu'au démarrage, il fallait que le gouvernement pose un geste, d'où l'arrivée des circulaires. Mais ça va se régulariser dans le sens où il y a des éléments qui ne le sont pas, qui devront l'être. Fait qu'on va travailler étroitement avec nos 3 réseaux pour pouvoir venir moduler. Ça se pourrait qu'il y ait des éléments qui pourraient être dans le circulaire, qu'on pourrait faire des représentations aussi pour enlever. Au début, on a mis,
par expérience, on a mis un frein sur certains éléments qu'on dit, mais si au jour 1, on met ça dans la circulaire, on va se retrouver avec plus de problématiques que d'avantages. Fait que ça, là, ça va être évolutif, la circulaire. Je tiens à rassurer les gens. On va apprendre à vivre de part tous et chacun avec. Puis après ça, ça va se régulariser pour, bien sûr, je reviens, pour se connecter correctement à nos objectifs, à la fois les besoins, puis à la fois aussi le désir de faire des économies, de l'optimisation. Merci pour la précision. Je vois une main levée de Laure Tessier. Si vous voulez bien ouvrir votre micro, c'est à votre tour. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. On a parlé d'appel de la solution, on a parlé d'innovation. Y a-t-il des considérations pour l'implémentation d'un cadre d'approvisionnement vraiment basé sur la valeur tel que c'est fait en Europe ou en Angleterre pour vraiment obtenir le meilleur résultat qui compte pour les patients et pour l'optimisation du coût de la prestation des soins au système de santé? Ben, c'est un des processus qu'on va regarder. Il y a un comité, comme je disais tantôt, qui a été établi avec le ministère de la Santé pour, en termes d'innovation, le bureau d'innovation, pour regarder ces facettes-là. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut être regardé dans le futur, mais je veux quand même mentionner que les équipements que les fournisseurs offrent présentement dans le réseau de la santé, c'est quand même des produits de qualité. Donc, toute part du devis. Quand on parlait des comités utilisateurs, les comités utilisateurs, c'est eux qui font le devis, c'est eux qui savent le marché, la vigie de marché est faite. Donc, ils connaissent bien le marché. Quand le devis est fait, c'est pour aller chercher les meilleurs produits possibles sur le marché. Donc, présentement, mais oui, effectivement, ça va être un élément qui va être regardé, mais dans le cadre d'un comité sur l'innovation, le CAC ne peut pas faire tout seul. Donc, il faut les établissements, il faut qu'ils soient partie prenante, il faut qu'ils veuillent aller vers ça. Donc, probablement que ça va prendre la forme d'un projet pilote, probablement. Mais je pense que toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans le dossier à ce moment-ci, si on veut qu'il y ait les résultats escomptés. Mais l'objectif, évidemment, c'est d'avoir les meilleurs produits, mais au meilleur prix également. Donc, globalement, il faut quand même générer certaines économies. Il faut être capable d'identifier ces économies-là, il faut être capable de les comptabiliser puis de les répertorier. Donc, de ce côté-là, il y a quand même des défis, à mon point de vue, importants. Merci. Je poursuis avec une question du clavardage. Quand pensez-vous faire des appels d'offres des solutions et non seulement au plus bas prix des soumissionnaires? La portion technique des appels d'offres semble peu priorisée au Québec en comparaison aux autres provinces. Dans les autres provinces, ils ont essayé différentes formes d'appels d'offres. On va être en contact avec eux, voir leur expérience, leur expertise à cet effet-là. On est en contact, comme je disais tantôt, avec Service public et Approvisionnement Canada. Mais il faut voir de quelle façon ils ont procédé, puis les résultats qui ont été réalisés. Donc, en bout de ligne, comme je disais tantôt, c'est toujours le patient, c'est toujours l'enseignant ou l'étudiant en bout de ligne ou peu importe le service qui est donné par un organisme qui est important de rencontrer comme besoin. Donc, c'est le besoin au départ. S'il est rencontré, bien, je pense que c'est ça la priorité. Là. Donc, Sébastien, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à cet effet-là. On comprend, on en a, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle, effectivement. Puis on se rend compte, Pierre, tu l'as dit, je veux dire, il faut que les parties prenantes soient réunies. Bien sûr, là, je dis parties prenantes, nos clients, les établissements, nos professionnels de la santé. Fait que, puis, également, nous, on était, je dirais qu'une des bonnes, je dirais la meilleure décision qui avait été prise de créer le bureau d'innovation que d'avoir la réunion d'un centre d'expertise qui soit capable d'identifier les initiatives et de les départager. Un des défis que nous avions au début, c'était d'essayer d'analyser les projets, de voir et de faire la promotion. Il faut comprendre aussi qu'on a un rôle de réaliser puis d'acquérir des équipements. Puis en même temps, mais également de participer à trouver des solutions innovantes, de voir l'émergence d'une instance qui pourra nous accompagner. Je dis nous, mais également les professionnels de la santé, puis les établissements. Bien, c'est la bonne réponse. Puis là, bien sûr, je pense qu'on est au début de quelque chose. Mais je réitère la volonté d'y participer. Je réitère la volonté d'innover dans nos approches. Il y a de belles solutions, mais encore, il y a un tour de roue qui doit être fait avec
avec la réunion de l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup. Prochaine question. Distributeur préqualifié. C'est parfois obligatoire. Dans certains cas, les fournisseurs ont démontré qu'il était impossible. Quels sont les constats des OSBL et la vision du CAG? Je peux répéter. Oui, vas-y. Mais je pense que c'est du côté de Sébastien, parce que je pense que c'est du côté du groupe de l'Est. Je pense qu'il est préqualifié, si je me trompe. Je vais juste répéter, c'est très court. Distributeur préqualifié, c'est parfois obligatoire. Dans certains cas, les fournisseurs ont démontré qu'il était impossible. Point. Quels sont les constats des OSBL et la vision du CAG? OK. Écoutez, ça fait référence à la qualification des distributeurs, puis nécessairement dans certains appels d'offres de passer par les distributeurs autorisés. Au moment où on avait réalisé, bien sûr, le déploiement, il y avait un contexte dans lequel il y a un nouveau contexte organisationnel. Il faudra y réfléchir à quel sera le meilleur modèle. Puis je reviens à la base, les besoins, parce que l'industrie avait été beaucoup impliquée là, dans les fournisseurs, l'industrie, parce qu'on avait été en approche consultative à cet égard. C'était pour optimiser la livraison de marchandises dans les établissements. Or, la configuration du centre d'acquisition, la réunion de l'ensemble des établissements, que ce soit de tous les ministères et organismes, va requérir peut-être une forme d'analyse. Ça fait que ça, bien, je ne peux pas me positionner sur aujourd'hui parce qu'au moment où ces appels d'offres-là reviendront, cette préqualification reviendra, je dirais, soit à échéance, bien, l'organisation devra réfléchir avec ses clients. Encore une fois, on le fait pour toujours nos clients, les établissements, que ce soit du milieu de l'enseignement ou hospitalier. Bien, il faudra voir pour y répondre aux prochaines. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question. Ce ne sera pas très long. Une autre question sur l'achat local. Donc, on discutait un peu plus tôt tantôt. La personne soulève le défi que peut représenter les différents cas de figure quand on veut acheter local. Est-ce qu'on met de l'avant la fabrication locale, la propriété locale? La question se lit comme suit donc. Biosimilaires fabriqués en Amérique du Nord par entreprises établies au Canada hors Québec versus ceux fabriqués en Asie par entreprises établies au Québec. Quel est l'impact sur la décision du CAG? En fait, la division d'achat local, la littérature dans les journaux et un peu partout dans les médias, il n'y a pas vraiment de définition de local encore. On se pose la même question chez nous. On est en réflexion à ce niveau-là. Mais c'est sûr que la pandémie nous a appris qu'il y a du matériel qui était quand même plus critique que d'autres qui gagneraient probablement à avoir des approvisionnements de proximité. Donc, c'est sûr qu'on va le regarder. On est en discussion présentement avec nos partenaires, soit les SCT, mais aussi le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, c'est sûr qu'on a des dialogues, mais en bout de ligne, c'est toujours par appel d'offres, c'est toujours en appliquant de la concurrence. Mais on essaie de trouver présentement des éléments qui pourraient permettre d'aller plus directement avec une concurrence de proximité au régional ou au local. C'est ce qu'on travaille présentement avec les différents partenaires actuellement. Une dernière question d'actualité en plus. Nous comprenons l'urgence de la situation pandémique qui perdure depuis plusieurs mois. Y a-t-il un plan d'action pour reprendre le retard accumulé dans la publication des appels d'offres qui devaient l'être avant la pandémie? Bien, je vais commencer, puis Sébastien, tu pourras poursuivre. C'est sûr que du côté des groupements d'achat de santé, effectivement, on l'a mentionné. On sait que tous les employés étaient consacrés entièrement à supporter le gouvernement. On a même fait des prêts de personnel au ministère de la Santé pour les supporter. Donc, on a mobilisé au même titre que les établissements d'ailleurs. On était en support. Présentement, on est en train de faire l'évaluation des dossiers, de faire l'évaluation de l'ensemble du portefeuille de dossiers du côté de la santé et des retards encourus. Et puis, éventuellement, ils vont être considérés dans le plan d'acquisition qu'on va émettre au printemps. Effectivement, oui, c'est dans notre ligne de mire et on travaille ardemment là-dessus présentement. Je ne sais pas si y a quelque chose à rajouter, Sébastien, de ton côté, du côté santé plus particulièrement. Là.
C'est sûr que je dirais, bon, on se dit, on parle de retard accumulé, mais encore une fois, tantôt, je parlais d'avoir arrêté, puis il faut trouver les façons. Puis tout ça va devoir se faire je dirais, en collaboration avec le secrétariat du Conseil du Trésor, parce que, imaginez une gestion contractuelle qui est moyenne, au bon mot, répartie sur 3 ans. Puis là, bien, on parle à peu près 8 mois de cessation d'activité. Entre 6 et 7, 8 mois. Puis encore une fois, également, ce qu'on oublie au-delà de notre gestion contractuelle, bien, on a un réseau qui est à pleine capacité. Bien sûr, bon, on est tous contents parce que dans certains secteurs, ça va mieux, mais c'est la disponibilité aussi de nos cliniciens, de nos professionnels de la santé. Fait que ce n'est pas juste quelque chose qui concerne le centre d'acquisition, mais également les gens, de la disponibilité des gens dans les établissements de santé. Fait que c'est donc, on est en train de revoir la programmation avec nos clients pour déterminer la priorisation des dossiers. Il y a certains secteurs d'activité sur lesquels on ne peut pas réaliser des appels d'offres, tandis que là, il y a d'autres opportunités sur lesquelles, effectivement, il y a peut-être des professionnels qui sont moins sollicités et qui sont disponibles. Fait que tout ça devient une problématique là, qui doit être vue dans un ensemble. Bien, merci beaucoup. Je vois que M. Lepage voulait ajouter peut-être un petit point avant que je donne les dernières lignes. En fait, je voulais certainement remercier nos 2 conférenciers. Bravo, M. Julien, M. Gagnon. Bravo à Claudia qui a mené l'entrevue. Le SEPSAM est très content d'avoir provoqué cette rencontre-là, le lieu où fournisseurs, établissements et intermédiaires, dans le fond, comme organisation. Je pense que ce dialogue-là, c'est ce qu'on souhaite, être des partenaires, soutenir, dans le fond, votre mission. On sera toujours là pour améliorer, dans le fond, le système de santé. On a la même conviction que vous. On a juste des rôles différents. Alors, je tiens sincèrement à vous remercier. Remercier aussi la très, très grande participation de ce matin. C'est pour nous un record là, comme tel de participation. Alors, le SEPSAM est très fier d'avoir provoqué cette rencontre-là et vous remercie sincèrement, autant les conférenciers que les participants. Alors, bonne journée à tous. Merci. Et je vous rappelle que ça va être en rediffusion sur notre chaîne YouTube Pôle Santé HEC Montréal dans les prochains jours. Donc, si vous voulez revoir, écouter l'entrevue complète, tout sera disponible. Et n'hésitez pas à soumettre vos questions si on n'a pas eu le temps d'y répondre. On va se faire un plaisir de poursuivre la conversation hors conférence. Merci SEPSAM, merci le CAG, merci à tout le monde. Bonne saison, suivez nos autres séminaires. Ce n'est que le début d'une belle programmation. À bientôt.